Est-ce une simple coïncidence si Roswell se situe à moins de 160 km du lieu de l'opération Trinity au Nouveau-Mexique, qui a produit la toute première explosion nucléaire au monde? Il y a aussi l'incident de Pasco, Washington, en 1945. Un ovni a été capté par un radar de la base aéronavale. Il volait au-dessus de la société Hanford Engineering Works, une importante productrice de plutonium. C'est vrai. Et Hanford est devenue plus tard une grande centrale nucléaire. Cette région est donc le théâtre d'activités nucléaires depuis plus de 60 ans. En 1945, de nombreux ovnis se sont manifestés à l'Oak Ridge National Lab, dans l'État du Tennessee. Nous savons aujourd'hui que ce laboratoire se livrait dans le plus grand secret à la fabrication de bombes atomiques. En 1965, 12 ovnis lumineux se sont affichés sur les radars de la base aérienne d'Edwards, en Californie. This is the tower in Edwards. We have an object now. We have some confirmed reports of unidentified flying objects in your area. Unidentified flying saucers? They have been confirmed on radar. Les intercepteurs F-106 ont établi un contact visuel. I have another red light moving very rapidly. It's flashing white and green. It definitely isn't an aircraft. Les jets F-106 étaient équipés de missiles à tête nucléaire Jenny. Cette technologie aurait-elle provoqué la visite d'un ovni? S'il y a un lien entre les ovnis et les armes nucléaires, qu'est-ce que ça signifie? Nous espionnent-ils parce qu'ils s'intéressent à la technologie nucléaire? Ou cherchent-ils plutôt à nous empêcher d'utiliser cette technologie? Je pense qu'ils nous surveillent, qu'ils nous espionnent. Mais je remarque que chaque fois qu'un ovni pénètre dans l'espace aérien d'une base nucléaire ultra secrète, il ne se donne même pas la peine de se cacher. Il débarque impunément sur le site d'armement nucléaire et il se fiche complètement d'être vu. Ça fait drôle de revenir. Ici, nous avons la rangée des hangars. Les armes étaient entreposées dans le bâtiment là-bas. Le colonel Halt exerçait les fonctions de commandant adjoint de la base lorsque s'est produit l'incident dans la forêt de Rendlesham. Il refuse de confirmer ou d'infirmer la présence d'armes nucléaires sur la base. Imaginez, il était celui qui avait le doigt sur le bouton nucléaire, même s'il ne peut pas nous le dire, puisqu'il serait mal vu de parler d'armes nucléaires américaines en sol britannique. La tour de surveillance représente un élément clé du système de sécurité de la base. Située au nord de la rangée de hangars, elle offre une vue imprenable sur toute la zone et sur la forêt de Rendlesham. L'équipe rejoint Gary Hazeltine, un ancien policier de la force aérienne qui possède de l'expérience en matière de sécurité des sites nucléaires. J'ai longtemps été fasciné par l'incident de la forêt de Rendlesham. Entre 83 et 89, j'ai travaillé comme agent de police pour la Royal Air Force. Dans 2 installations nucléaires, il y avait une haute tour. La tour de surveillance a l'avantage d'offrir une vue à 360 degrés au-dessus des arbres. Colonel, c'est incroyable. Quelle vue! On ne peut rien manquer d'ici. Mais n'oubliez pas que les arbres ont poussé depuis. Nous avions une vue panoramique avant et nous n'aurions jamais laissé les arbres devenir si hauts pour des raisons de sécurité. L'opérateur de la tour pouvait voir à des kilomètres à la ronde. Donc, l'opérateur de la tour aurait pu voir tout ce qui s'est passé dans le secteur cette nuit-là. En fait, les 2 nuits. Mais y avait-il quelqu'un? Dans ce genre de tour, il y a quelqu'un en poste à toute heure du jour et de la nuit, 365 jours par année. Colonel, saviez-vous si quelqu'un se trouvait dans la tour la nuit de l'incident? Oh oui, en fait, je connais très bien la personne qui s'y trouvait. En novembre 2007, le colonel Halt a reçu un courriel de l'un des gardes qui était affecté à la tour de surveillance durant cette fameuse nuit de 1980. Il m'a écrit souvent. Il a confirmé qu'il avait vu des faisceaux lumineux balayer la zone de stockage des armes au même moment où un faisceau semblable apparaissait dans le champ où nous étions. Vous dites qu'il y avait un homme ici, dans la tour, qui a vu l'incident et les faisceaux lumineux? Nous avons donc un tout nouveau témoin de cette affaire. Mais il préfère ne pas se manifester. S'il y avait quelqu'un dans la tour, comme vous le dites, et qu'il pouvait tout voir, le phare, les événements qui se déroulaient au sol, la forêt... Nous parlons donc d'un objet bien réel braquant son faisceau sur une installation spéciale dans une zone ultra secrète hautement sécurisée. Voilà un témoin qui donne un tout nouveau souffle à cette affaire.
Un autre élément vient appuyer la thèse de l'incident OVNI. La nuit suivante, soit le 26 décembre 1980, le colonel Charles Halt a enregistré en direct sur son magnétophone toute son expérience avec l'OVNI, minute par minute. Il s'agit là d'une des preuves les plus convaincantes de toute l'histoire des phénomènes OVNI. Le colonel Halt repasse avec l'équipe toutes les étapes de sa rencontre avec l'OVNI. Voici la fameuse porte Est. C'est ici que tout a commencé. Le colonel Halt arrive sur les lieux avec 5 hommes après avoir été informé par les agents de police que la mystérieuse lumière avait été aperçue de nouveau. On ne cessait de me dire qu'elle était de retour. Quand ces hommes vous ont fait leur rapport, qu'avez-vous pensé en premier lieu? J'ai pensé qu'il devait y avoir une explication rationnelle à tout cela. Autrement dit, je n'y croyais Que pas. s'est-il passé quand vous avez commencé l'enquête? Quelqu'un devait y aller pour régler l'affaire une fois pour toutes. J'avais donc l'intention de mettre un point final à cette histoire et rien d'autre. Quand je suis arrivé sur place, je me suis demandé pourquoi je m'étais mêlé de tout ça. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre s'en charge. Je me disais que personne ne me croirait jamais. J'ai quand même rassemblé une petite équipe de 5 personnes et nous sommes partis dans la forêt. Le colonel, un officier américain qui était en poste en Angleterre en 1980, relate la nuit où il a pourchassé ce qu'il croyait être un OVNI. Aviez-vous pensé à consigner ce qui s'était passé cette nuit-là? Oui, j'avais avec moi mon magnétophone portatif. J'enregistrais tout au fur et à mesure que ça se produisait. Halt affirme avoir mené une équipe d'officiers à partir de la porte Est de la base RAF Bentwaters. Ils ont repéré l'objet lumineux dans la forêt de Rendlesham et l'ont suivi en direction Est. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison de ferme dans la clairière, l'objet s'est envolé et a disparu dans le ciel. On allait dans cette direction, tout comme l'objet que je voyais bouger au milieu des arbres. Halt raconte que la lumière a traversé un ruisseau pour atteindre un champ non loin de là. En sortant de la forêt, nous avons suivi l'objet pendant un autre 100 mètres. Il s'est arrêté au milieu de ce champ. Dans le champ, il y avait la maison de ferme, une étable, et à ce moment, un objet lumineux en mouvement. Nous regardions dans cette direction. OK. Voilà la maison du fermier. Oui. L'objet se trouvait dans le champ juste devant nous. Le phare se trouve là-bas, environ 30 degrés. Quand vous êtes arrivé dans le champ, l'objet avait disparu. L'objet a explosé sans bruit et s'est divisé en 5 objets blancs, puis ils sont partis. Ça n'aurait pas pu être une sorte de reflet lumineux? Les reflets ne se déplacent pas dans la forêt en évitant les arbres. À un certain moment, l'objet s'est approché de nous, puis il s'est éloigné. Et quand nous nous sommes approchés, il s'en est allé dans le champ. Qu'est-ce que vous avez vu exactement? Un objet ovale d'un orangé rougeâtre vif, un peu comme le soleil de midi. Il avait un centre ovale noir qui clignait de temps en temps et il laissait tomber une substance semblable à du métal fondu. Il y avait du métal fondu? C'est la seule comparaison que je puisse faire. Ça semblait dégoûté. On oublie la thèse de l'hélicoptère. Oui, on oublie ça. Le colonel Halt est l'un des témoins les plus crédibles que j'ai jamais rencontrés. Cet homme dirigeait une base militaire où étaient cachés des tas d'armes ultra secrètes dont il ne peut pas me parler. Je ne pense pas qu'il ait fait une erreur cette nuit-là. Il s'est produit quelque chose que personne n'était censé voir.
Ces deux bases, situées en bordure de la forêt, comptaient parmi les mieux protégées au monde. Elles étaient entourées de clôtures impénétrables. S'ajoutaient à cela des barbelés à lames, des détecteurs de mouvement et plus de 25 gardes fortement armés. Le système de sécurité de cette installation était l'un des meilleurs au monde. Et voilà que cette chose arrive du ciel, se pose là non seulement une, mais deux fois sur une période de 24 heures, sans déclencher aucune alarme. Le seul moment où la chose a été vue, c'est quand les gardes sont venus dans la forêt pour y jeter un coup d'œil. Ce qui est curieux, c'est que l'engin était vivement éclairé. Il a émis des faisceaux vers le sol. Il se moquait d'être vu. Il n'était pas du tout préoccupé par nos moyens de défense. Cette chose n'avait aucune crainte, car nous ne pouvions rien contre elle. Et c'est bien ce qui me fait le plus peur. La base RAF Bedwaters a sans doute abrité des armes nucléaires tandis que les tensions croissaient en 1980. Il faut se souvenir de l'état du monde en 1980. Certains historiens appellent cette période le début de la Seconde Guerre froide, une guerre froide qui menaçait de se transformer en guerre ouverte. Les deux parties se regardaient fixement de part et d'autre du rideau de fer. Ronald Reagan venait d'être élu président et il brandissait les pires menaces contre le sombre empire de l'Union soviétique. C'était une époque très inquiétante, car les deux côtés se faisaient toutes sortes de menaces militaires. Je ne dis pas que les extraterrestres nous écoutaient, mais si c'était le cas, ils ont dû penser que nous étions sur le point d'appuyer sur le bouton. Et voilà qu'un ovni vient survoler une base nucléaire et qu'il se met à balayer les armes à l'aide de faisceaux lumineux, comme pour les scanner. L'objet s'immisce dans les activités de la base. Il brouille les ondes radio, il disperse l'équipe de sécurité. Cet engin a réussi à éloigner l'équipe de sécurité de la base. Alors les Américains ont paniqué, ils ont étouffé l'affaire, n'ont rien fait et ont refusé d'en parler. Si les États-Unis ont cessé d'enquêter sur les ovnis après l'affaire Blue Book en janvier 1970, le ministère de la Défense britannique a continué puisque les objets non identifiés peuvent représenter une menace pour la sécurité nationale. Étrangement, le colonel Halt, un Américain, n'a été ni rencontré ni interrogé par les autorités britanniques. Rien de semblable ne s'était jamais produit auparavant. Tous les autres ovnis aperçus n'étaient que des lumières dans le ciel. Les Américains souhaitaient que les Britanniques se chargent du problème et les Britanniques voulaient le remettre entre les mains des Américains. On espérait que l'affaire s'étoufferait d'elle-même. Les autorités britanniques et américaines ont simplement conseillé à Halt d'envoyer au ministère de la Défense du Royaume-Uni une note décrivant les événements dont il avait été témoin dans la forêt. Mais 2 jours avant que le colonel ne présente cette note, un autre événement inexplicable s'est produit, laissant le sylviculteur Vincent Thurkettle perplexe et inquiet. J'habitais juste là et j'étais sorti couper du bois. Thurkettle vivait et travaillait dans la forêt de Rendlesham au moment de l'incident. Entre Noël et le jour de l'an, une voiture s'est approchée et 2 jeunes Anglais d'environ 25 ans en sont sortis. Ils étaient en complet. Ils m'ont demandé si j'avais entendu parler de lumières rouges qui auraient été aperçues dans la forêt. Qui étaient ces mystérieux hommes et pourquoi étaient-ils au courant de l'incident OVNI avant que le colonel Halt n'ait révélé l'information? J'ai l'impression que Vincent a reçu de la visite. L'équipe obtient des réponses troublantes. Quelques jours après l'incident OVNI, 2 hommes mystérieux viennent interroger les résidents de la forêt de Rendlesham en Grande-Bretagne. Personne ne sait qui ils sont ni ce qu'ils veulent. Une voiture s'est approchée et 2 jeunes Anglais d'environ 25 ans en sont sortis. Ils étaient en complet. Ils m'ont demandé si j'avais entendu parler de lumières rouges qui auraient été aperçues dans la forêt. Ils voulaient savoir si j'étais sorti la nuit précédente. Je leur ai dit non. Ils m'ont dit « Avez-vous vu ou connaissez-vous quelqu'un qui a vu des choses ?» J'ai dit non et ils sont repartis. Cette nouvelle piste est vraiment captivante. Vincent Thurkettle affirme que ses visiteurs étaient des Anglais en complet noir qui conduisaient une voiture noire. Ça peut paraître cliché, mais j'ai l'impression que Vincent a reçu la visite des hommes en noir. Les chercheurs sur les ovnis s'entendent pour dire que Thurkettle a en effet vécu le scénario classique des hommes en noir. Souvent, après un incident OVNI, les témoins reçoivent la visite de 2 hommes qui les interrogent sur ce qu'ils ont vu.